المرسلين Docteur Khalid, Monsieur le ministre, honorable assistance, chers amis et collègues, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue dans le carrefour d'échange de l'IEGP, qui accueille, comme vous le savez, régulièrement des personnalités de haut niveau et qui reçoit aujourd'hui le Dr Chakib Khalid pour animer une conférence débat sur le thème d'intérêt majeur pour l'économie nationale. Comme vous le savez, le thème qui sera abordé dans cette conférence débat porte sur l'économie algérienne, perspective, prospective. Monsieur le ministre, merci d'avoir choisi l'IEGP pour l'animation de cette conférence débat sur un thème majeur et particulièrement approprié aux activités scientifiques et d'échange d'idées au regard des missions confiées par l'État à notre institution l'IEGP. Cette conférence débat et l'objet du thème qui sera développé et soumis au débat constitue certainement une opportunité pour les participants de connaître le point de vue d'un expert avisé et averti des grands enjeux de l'économie mondiale et nationale et les défis auxquels doit faire face l'économie algérienne dans les années à venir. Les participants ici présents, étudiants, enseignants, cadres d'entreprise et administration, qui ont à cœur le développement et la prospérité économique du pays, vous en remercie vivement. Docteur Khalid, l'intitulé de votre conférence, Perspective, prospective, interpelle tous les acteurs de la vie économique de notre pays. D'abord les pouvoirs publics, pour favoriser et développer davantage l'éclairage du futur par un rôle accru qui doit être accordé à la prévision et à la prospective. Et puis les institutions de formation, comme l'IEGP, qui sont interpellées à offrir des programmes pertinents de formation pour développer les compétences nationales dans le domaine de l'analyse économique, de la planification et de la prospective. Enfin, les chercheurs et les élites de l'économie pour s'investir davantage dans la réflexion et la production d'analyses et d'idées qui seront de nature à éclairer les politiques publiques judicieuses à mettre en œuvre pour le développement du pays. Les débats qui vont suivre, Monsieur le ministre, qui vont suivre votre conférence, contribueront sans aucun doute à l'enrichissement pour la construction des projets économiques de l'Algérie. Je vous remercie et donc sans plus tarder, la parole est à Monsieur le ministre. Merci, c'est Ahmed Mohamed, donc directeur de l'IEGP. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala rasulihi wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. سيداتي سادتي الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول الأول. Aujourd'hui, je voulais d'abord mentionner que depuis 2 ans, nous avons lancé donc une page Facebook dans laquelle nous avons publié pas mal de publications donc, de type économique, de type sur le marché, mais aussi beaucoup de rapports de grandes organisations internationales et d'autres sur l'économie algérienne. Et durant ces 2 années, nous avons pu, à travers la page, correspondre
avec des milliers de jeunes, puisque la page aujourd'hui, il y a à peu près 250 000 fans. Et nous avons débattu de toutes sortes de questions. Et surtout, donc, les questions qui intéressent les jeunes, donc l'avenir économique de notre pays. Et aujourd'hui, je voulais me concentrer sur 3 sujets qui, à mon avis, et personnellement, et à la lumière de ce que j'ai appris durant ces 2 années, constituent probablement des questions de très grande priorité pour nos jeunes. Mais avant de mentionner ces 3 sujets, je voulais d'abord cadrer ces sujets en disant que, en regardant l'avenir économique de notre pays à court et à moyen terme, nous voyons que les prix du pétrole vont être donc le sujet le plus important. Et c'est le sujet donc qui, d'après le consensus que nous voyons donc, sur le marché, qui vont être à peu près autour du niveau que nous voyons aujourd'hui. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et donc, quand nous regardons l'avenir, nous voyons que les revenus en devises vont être limités. Nous voyons aussi que nos réserves en devises vont probablement chuter, peut-être pas à une vitesse que nous avons connue, mais qui vont continuer. Donc je voulais un peu cadrer donc, notre discussion dans ce cadre. Les sujets que je voulais donc, sur lesquels je voulais me concentrer, c'est les subventions à travers les prix, comme premier sujet. Deuxième sujet, c'est l'investissement. Et le troisième sujet est donc le marché parallèle. Quand nous regardons et analysons donc le sujet des subventions à travers les prix. Et comme vous savez, les prix des matières que nous consommons et aussi des services sont restés à peu près au même niveau depuis 15 ans. Mais entre-temps, la population a augmenté et bien sûr, la qualité de la vie de notre population s'est beaucoup améliorée. Et donc, les dépenses de l'État pour donc subvenir à l'appui de ces produits de consommation et aussi de ces services a continuellement augmenté jusqu'à maintenant et continue de l'être. Donc ceci du côté dépenses. Quand nous regardons le côté revenu, nous voyons bien sûr que les revenus de notre pays continuent à dépendre entièrement du pétrole et du gaz, donc l'exportation de ces produits. Mais entre-temps, nous avons consommé de plus en plus ces produits-là durant les 15 dernières années. Si vous voulez, donc, nous avons consommé une partie de ce qui devait être nos revenus en devises. Donc, nous avons consommé en monnaie locale. Ce qui veut dire que les revenus en devises ont diminué à cause, bien sûr, de l'impact des subventions sur les prix, sur les produits pétroliers que nous consommons aujourd'hui. Donc vous avez l'effet sur le côté
donc revenus des subventions. L'autre impact, c'est l'impact sur les investissements. D'abord, il y a l'impact sur le budget. Le budget de l'État, vous pouvez le décomposer simplement en, bien sûr, ce que l'État dépense pour subvenir donc aux subventions et la partie investissement. Mais si vous analysez ce budget, et si vous voyez que vos subventions continuent d'augmenter continuellement, et surtout quand vos revenus se plafonnent, comme ils le sont actuellement, et risquent aussi de l'être dans les années à venir, vous en déduisez que la capacité de l'État d'investir va diminuer ou bien va rester au même niveau qu'il est actuellement. Cela veut dire que l'État étant le principal investisseur dans notre pays, ceci veut dire qu'il y aura de moins en moins la capacité d'investir, de créer des emplois et de subvenir aux besoins, disons, d'améliorer les conditions de vie de notre population. Mais l'autre aspect qui est probablement méconnu, qui n'est pas mentionné, des subventions sur l'investissement, ce sont vraiment l'impact sur des subventions, des prix, sur l'investissement pour produire les matières consommées ou bien les services qui sont fournis et qui sont actuellement subventionnés. Par exemple, si vous prenez l'eau, vous savez que nous avons installé des unités de dessalement d'eau de mer. Mais le consommateur continue à payer 18 dinars, je pense, depuis 15 ans. Et donc, si, dans l'avenir, l'État voudrait se désengager de la production d'eau en faveur de l'activité privée, du fait que le prix de l'eau est subventionné, il ne sera pas possible à un acteur privé d'investir dans ce domaine et produire de l'eau, ce qui est fait dans d'autres pays. Ceci est vrai aussi pour l'énergie solaire. Si vous prenez le cas de l'énergie solaire, vous avez la subvention sur le prix de l'électricité. Et bien sûr, les gens vous disent, en Algérie, nous avons donc une capacité énorme, notre pays est large, il est ensoleillé, nous devrions être les premiers à produire de l'énergie solaire et même à l'exporter. Or, comment voulez-vous investir dans ce domaine-là et arriver avec une électricité fournie à travers l'énergie solaire qui ne soit pas vraiment rentable avec les prix subventionnés de l'électricité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous nous engageons dans l'énergie solaire, ce sera toujours l'État qui devrait faire cet effort et continuera jusqu'à quand, je ne sais pas, à subventionner cette activité. Donc c'est un aspect qui, je pense, est très très important. Si vous voulez que l'État se concentre sur ces activités essentielles qui sont l'enseignement, la santé et la recherche scientifique, et libérer beaucoup d'activités économiques au secteur privé, il est tout à fait clair que nous devrions réfléchir comment résoudre le problème des subventions à travers les prix de produits et de services qui sont encore subventionnés. Il est très clair aussi que, du fait du plafonnement des revenus de l'État, du fait de l'augmentation des dépenses de l'État
dans les subventions, il est clair que sa capacité, bien sûr, d'investissement diminue, mais aussi sa capacité d'attirer le secteur privé à investir diminue aussi. Donc ce qu'on appelle en anglais le crowding out of the private sector. Le deuxième sujet, l'investissement. Pourquoi l'investissement? J'ai parlé tout à fait au début de l'évolution de notre économie dans les prochaines années. J'ai dit, bon, nous allons plafonner, les capacités d'investissement sont limitées, mais aussi si l'État n'accepte pas de s'endetter. Donc c'est une option qui n'est pas disponible. Qu'est-ce qui reste à ce moment-là à l'État pour pouvoir continuer à investir ou bien pour la création d'emplois, etc. Donc, il s'agit maintenant de voir comment on peut augmenter cet investissement, l'investissement étranger, donc au pays. Parce que, d'un autre côté, si vous regardez les possibilités de diversification de l'économie, vers, par exemple, l'agriculture, vers l'industrie, vers le tourisme, cela va prendre beaucoup de temps, et tout le monde est d'accord là-dessus, pour que ça se fasse d'une manière où, de plus en plus, nos revenus en devises proviendront d'autres secteurs que celui des hydrocarbures. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de voir comment on peut augmenter la capacité de l'Algérie d'attirer de plus en plus des investissements de l'extérieur. Et quand nous analysons, et ça je suis sûr que vous avez eu cette occasion aussi, tous les rapports qui sont faits par les organismes internationaux, la Banque mondiale, etc., il y a eu un rapport sur ce qui peut être fait dans l'agriculture, avec un tas d'actions qui devaient être réalisées si nous voulons améliorer l'attractivité de notre agriculture à l'investissement étranger. Il y a aussi l'environnement des affaires. Il y a eu un rapport récent pour 2018, il y a eu un rapport en 2017. Et il y a un tas d'actions qui ont été mentionnées il y a 5 ans et qui n'ont pas été encore améliorées jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont des actions qui peuvent être facilement réalisées, peut-être avec beaucoup, disons, de coordination entre les différents acteurs au niveau de l'État, bien sûr, du secteur privé et des investisseurs. Mais, à mon opinion personnelle, ce qu'il y a un grand réservoir de productivité qu'on pourrait gagner, c'est dans le management de nos institutions étatiques. Et quand je dis cela, je dis donc c'est l'État au niveau central, au niveau local, c'est nos entreprises publiques, c'est nos banques publiques, etc. Et là, il y a un grand réservoir à gagner à travers des actions dans lesquelles nous pourrions introduire les questions de ce qu'on appelle accountability de l'État et de ses différents démembrements pour atteindre des objectifs qui sont très importants pour notre économie. Par exemple, comment améliorer les revenus, comment améliorer l'investissement, comment créer des emplois, comment améliorer, par exemple, le pouvoir d'achat de nos citoyens, devraient être des objectifs de l'État et de son efficacité
à atteindre des objectifs précis. Et là, nous découvrons que l'une des fonctions principales de l'État n'existe pratiquement pas. Ce sont les informations. Ce sont les informations. Quand vous avez un investisseur qui vient en Algérie, il cherche l'information. L'information pour pouvoir investir dans l'agriculture, dans le secteur énergétique, le secteur industriel, etc., etc. C'est l'une des fonctions principales de l'État qui n'est pas exercée, peut-être en Algérie, mais elle est exercée dans d'autres pays, où vous avez facilement accès à des données. Bon, dans certains cas, vous payez une fee pour cela, mais dans la plupart des cas, vous avez accès à ces données-là, et vous avez la possibilité, donc, d'évaluer, de faire vos analyses, de faire vos études, et de pouvoir, donc, investir. L'autre aspect qui est très très important, et je pense que là, on est déjà dans un institut de planification, et je voulais parler de la planification indicative. Il est très important que nous ayons cette planification indicative. Pas dans le modèle que nous avons eu dans les années 70, c'était beaucoup plus une planification à la soviétique, mais tous les pays font de la planification indicative. Tous les pays ont une vision à long terme. Tous les pays ont donc un moyen de vérifier s'ils sont dans la bonne direction ou bien s'ils ne sont pas dans la bonne direction. Et dans le cadre de cette planification, nous manquons de beaucoup d'études. Les études qui permettent donc à l'État de regarder l'avenir, d'évaluer l'avenir. Et ces études-là sont des études sectorielles, des études économiques et autres, mais qu'on devrait pouvoir retrouver peut-être dans un ministère, quelque part, où nous avons accès à ces études, où l'État a accès à ces études pour pouvoir donc améliorer sa gestion, améliorer son efficacité et aussi avoir un moyen de vérifier que nous allons dans la bonne direction. L'autre aspect donc, dans lequel nous sommes très très en retard, c'est la numérisation. Comme on dit en arabe, al-raqmana. Et la numérisation, d'après les études qui ont été faites par les grands organismes internationaux, avec la numérisation, on peut facilement augmenter donc, le taux de croissance au moins d'1 point. Donc c'est très très important pour nous d'aller de l'avant d'une manière beaucoup plus sérieuse dans la numérisation qui nous permettra donc d'avoir beaucoup plus de transparence, d'avoir beaucoup plus d'accountability, d'avoir beaucoup plus de revenus, probablement, de l'État. Et donc, j'ai mentionné tout cela dans le cadre de l'investissement. Parce que l'investissement, ce n'est pas seulement une question de changer la règle 51-49, de revoir la loi qui concerne les investissements, si vous continuez à avoir la même gestion de l'État et de ses démembrements que nous avons actuellement. Donc il faut traiter ce problème-là d'une manière beaucoup plus complète. Finalement, donc le dernier point que je voulais mentionner, c'est le marché parallèle. Pourquoi le marché parallèle? Et bien sûr, il y a beaucoup de désaccords là-dessus. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser, il faut le garder, etc. Moi, je suis de l'opinion qu'il faut qu'on règle ce problème. Je pense qu'un pays comme l'Algérie
ne peut pas continuer à subir un marché parallèle qui constitue, d'après, disons, les estimations des uns et des autres, une grande partie de notre PIB et aussi pas mal de choses qui se passent dans ce marché parallèle et qui ne sont pas vraiment acceptables dans le cadre d'une économie transparente et compétitive. Donc le premier point qui se pose au marché parallèle, donc, ce sont les gens qui opèrent dans ce marché, qui la plupart ne payent pas leurs impôts, donc, mais qui quand même utilisent les services que tout le monde utilise. Les routes, le téléphone, etc. Tout le monde doit payer son impôt pour cela, les fonctionnaires tous payent leurs impôts, mais une grande partie des acteurs dans ce domaine-là ne payent pas leurs impôts. Donc il est très très important qu'on puisse donc résoudre ce problème d'impôts et de revenus. L'autre aspect donc qui est important, c'est toute la masse de devises qui est gérée par ce secteur et bien sûr qui doit être intégrée dans le circuit donc, officiel. Tôt ou tard, il faut bien qu'on arrive à ce stade-là. Peut-être aussi, c'est une manière aussi de rendre beaucoup plus de crédibilité à notre dinar et aussi beaucoup plus de visibilité à notre dinar. Peut-être une unification du taux officiel, du marché parallèle, peut-être à travers un floating du dinar, qui est une possibilité. Vous avez aussi le cash. On parle de gens qui ont une cave pleine de cash, qui est utilisé bien sûr pour leurs activités, mais qui n'est pas dans le circuit bancaire. Donc qui sert peut-être à la spéculation, qui sert peut-être aux activités qui les intéressent, mais n'étant pas dans le circuit bancaire, ne rentre pas dans les activités que l'État voudrait développer avec la création de postes de travail, avec des activités qui vont amener donc l'Algérie à aller vers le meilleur dans ces activités-là. Mais l'autre aspect qui est important, et je pense qu'il faudra qu'on en discute, ce sont toutes les ressources financières que les Algériens ont à l'extérieur de l'Algérie. Il y a des estimations qui ont été faites, et il est tout à fait clair qu'il faudrait trouver un moyen pour que cet argent, au lieu de rester à l'extérieur, puisse réintégrer le système. Et je pense qu'on devrait trouver une solution à cette question-là. Peut-être avec des comptes devises dans lesquels ils peuvent faire rentrer leur argent et le faire ressortir. Il y a beaucoup de pays qui ont des modèles qu'on peut adopter. Mais ça sera dans l'intérêt de notre économie et notre balance des paiements, dans la mesure où on peut donc récupérer, pas récupérer, mais réintégrer cet argent de nos citoyens à l'étranger. Et comment donc nous voulons arriver à traiter de ce problème? Moi je pense c'est qu'il faudrait qu'on suive un peu l'exemple des autres dans ce domaine. Il y a des bureaux de change un peu partout dans le monde. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas ne pas avoir donc les bureaux de change qui sont des activités de service qui paient leurs impôts, qui sont contrôlés et que l'État a connaissance de l'argent qui transite par ces bureaux de change. Il faut bien sûr le faire d'une certaine manière où on ne retombe pas dans le circuit dans lequel nous sommes actuellement. Nous avons parlé l'année dernière d'une banque algérienne à l'étranger. Je crois que cette décision a déjà été prise. Je pense que c'est une très bonne décision, non seulement pour drainer donc, les ressources
de nos citoyens algériens à l'étranger, mais aussi pour faciliter le travail de nos opérateurs économiques à l'étranger, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou autre part. Donc c'est un élément qui est très très important. J'avais aussi parlé des affaires étrangères et aussi le renforcement donc, de l'activité commerciale et d'attirer les investissements donc, des affaires étrangères qui devraient donc jouer un rôle beaucoup plus actif, plus important dans ce domaine-là. Mais il ne s'agit pas seulement de dire je vais le faire avec le même budget, avec le même personnel. Il s'agit d'améliorer le budget donc, de ce ministère pour qu'il puisse faire cette activité-là. Il faut aussi améliorer la qualité du personnel qui est mis à leur disposition pour faire ces activités-là dans les différents pays. L'autre proposition que nous avons faite, c'est un peu la carte de crédit débit et donc la facturation qui donc doit être imposée à toutes les activités. Bon, bien sûr, cela va prendre du temps, mais je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction, comme l'ont fait d'autres pays. Voilà, je pense que ce sont les 3 points importants. Je vous remercie et je vais revenir à M. Raquel pour conclure. لا تنسوا زيارة موقع الدكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.